Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel événement en ligne de la facilité ICR. Le thème aujourd'hui est l'inclusion des femmes et des associations de femmes dans le dialogue public-privé, un impératif pour un développement durable. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes connectées, donc je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Ceci est le 3e séminaire qu'organise la facilité ICR qui travaille pour l'amélioration du climat des investissements. 3e séminaire dans le sujet de l'autonomisation économique des femmes. Ces séminaires sont disponibles en ligne et donc aujourd'hui nous avons notre 3e session. Mon nom est Frédéric Bussello, je suis spécialiste du développement du secteur privé dans la facilité ICR et aujourd'hui je serai le modérateur de cette session. Avant de commencer, quelques points techniques ou administratifs qu'on a déjà l'habitude maintenant avec ces activités virtuelles. Lorsque vous ne participez pas, vous n'êtes pas en train de parler, je vous demande de bien veiller à couper vos microphones. La session sera enregistrée de telle façon à être disponible pour dans le futur. Ces sessions sont disponibles sur Internet dans le site de la facilité ICR. Et si vous avez des questions, je vous demande de bien vouloir les écrire dans la section de questions. Il y a un chat box comme ça dans la dernière partie de l'événement aujourd'hui où ça serait une session de questions et réponses. On peut leur donner le traitement. Nous allons maintenant présenter une vidéo courte sur les services qu'offre la facilité ICR. Bonjour, nous voilà de retour. Donc, comme vous voyez, la facilité ICR donne du support aux pays qui veulent travailler dans l'autonomisation économique des femmes. Donc, s'il y a des participants aujourd'hui dont les organisations sont intéressées à recevoir le support de la facilité, vous pouvez présenter en ligne des requêtes. Sauf si nous allons à la suivante slide. Donc, je vous mentionnais avant que ceci est le 3e événement en ligne qui a à voir avec le projet d'autonomisation économique des femmes que supporte la facilité. Nous avons fait déjà 2 études qui ont à voir avec le rôle des femmes dans le climat des investissements des affaires. Et pour ce qui est l'autonomisation des femmes et l'emploi, ces 2 sessions ont été en anglais. Elles sont disponibles sur le site web de la facilité ICR. Elles ont été aussi traduites en français. Donc, sur la voie, c'est déjà fait en français et disponible. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans notre 3e session sur l'inclusion des femmes et des associations de femmes dans le dialogue public-privé, un impératif pour un développement durable. Nous avons des panélistes distingués et 2 personnes qui font partie des bailleurs de fonds de la facilité qui vont faire l'allocution de bienvenue. Donc, avec ceci, on commence la présentation. Vous voyez sur votre écran l'agenda. Il y aura une allocation initialement de l'Union européenne et de l'OACPS. Je vais maintenant présenter les présentatrices. Ensuite, Susana Martinez Restrepo fera la présentation de l'étude qui a été faite à propos du thème qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous unit aujourd'hui. Et nous avons ensuite 3 distingués panélistes qui vont faire des commentaires et auront des réactions par rapport à cette étude. Et ensuite, nous aurons une session de questions et de réponses. Comme je vous mentionnais, au fur et à mesure que la session avance, si vous avez des questions, vous les écrivez bien sur le chat box qui est dans votre écran. Et ensuite, donc, je pourrai les dire à voix haute quand le moment est venu. Nous commençons donc avec Paz Velasco Velázquez, qui est chef de secteur au secteur INTPA de la Commission européenne et qui travaille sur le thème de climat d'investissement, secteur privé, commerce et emploi. Madame Velázquez, je vous laisse à vous. Merci Frédéric. Je suis enchantée d'être ici aujourd'hui avec vous et de participer dans la présentation de ce séminaire. Et comme on a déjà vu dans les vidéos, la ICR Facility est un programme clé financé par l'Union européenne et la OCPS qui cherche à améliorer le climat d'investissement et des affaires grâce à l'instauration d'un dialogue public-privé dans les pays ACP.
Et avec ça, on espère qu'on contribue à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, les plans d'emploi productifs et tout travail décent pour tout. Comme vous savez, on va discuter aussi aujourd'hui, le secteur privé est un moteur clé de la croissance car il constitue une sorte d'emploi et de revenus et favorise aussi l'innovation. En plus, l'investissement a besoin d'un climat des affaires favorable, alors tout est relationné. C'est pour ça aussi que dans la Commission européenne, dans la Direction générale des partenariats internationaux, DG IMPA, notre unité est en charge de faire la connexion entre le climat d'investissement, le commerce, le secteur privé, mais aussi l'emploi. Parce que sans les autres trois piliers, l'emploi, on ne peut pas réussir d'avoir un emploi, la création d'emplois décents. Mais malheureusement, comme dans la plupart des domaines de l'entrepreneuriat et du leadership, la participation des femmes au processus de dialogue et la participation des femmes aussi dans les processus commerciaux, mais surtout dans les processus de dialogue avec les secteurs publics et privés, est encore faible et beaucoup reste à faire pour améliorer. Il faut renforcer la participation alors des femmes dans les mécanismes de dialogue public-privé, mais aussi dans les réseaux entre les parties prenantes. Parce qu'avec ça, on peut améliorer l'expertise, le know-how, mais aussi la présence et la promotion des femmes dans les sphères politiques, publiques et privées. Pour finalement, l'objectif final de la promotion des femmes, de la promotion du dialogue public-privé et de la participation des femmes, c'est promouvoir un développement inclusif et durable. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de discuter entre nous et de nous engager sur des questions qui sont clés pour comprendre pourquoi il faut inclure les femmes dans les processus de dialogue public-privé. Quelles réformes politiques sont nécessaires à la femme pour arriver à cette participation et comment les pays peuvent le faire. Mais finalement aussi, quel est le rôle du secteur privé à ce regard, de la promotion des femmes. Et avant de finaliser, je voudrais remercier à la OCPS pour le succès de notre travail ensemble sur le domaine de la promotion et l'inclusion des femmes dans le développement, mais aussi laisse-moi congratuler l'équipe de l'ICR pour le travail et l'implémentation des actions en visant la promotion des femmes dans les sphères politiques et du secteur privé. Merci beaucoup. Merci Paz pour ces mots de bienvenue et aussi pour ces questions très intéressantes qui sont posées et qu'on va discuter aujourd'hui. Maintenant, le tour est à Christiane Leong. Christiane Leong est experte pour les infrastructures et services économiques à l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l'OACPS. Votre tour, Christiane. Merci beaucoup. Est-ce que vous me voyez? On vous voit et on vous écoute très bien. Ok. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Puis je voudrais aussi remercier Paz pour ses mots aimables à l'endroit de l'OEACP. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir associés à cette session sur l'inclusion des femmes et des associations des femmes dans le dialogue public-privé, qui est un thème haut dans l'agenda de notre organisation. Donc, au nom de notre secrétaire général, Rebelo Chicote, je voudrais remercier tout le monde pour avoir participé à cette réunion. Juste une brève information sur notre organisation. Notre organisation
comprend 79 pays membres avec son siège basé à Bruxelles et nous avons des relations, entretenons des relations privilégiées dans divers domaines dans le cadre de la coopération du partenariat avec l'Union européenne dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des sciences, dans les domaines sociaux et autres. Et ici, nous intervenons dans le cadre du développement du secteur privé, qui est un thème haut dans l'agenda de notre coopération avec l'Union européenne, qui a vu où nous avons pu développer une stratégie pour le développement du secteur privé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est un thème pertinent, l'inclusion des femmes et des associations des femmes dans le dialogue public-privé. Effectivement, dans de nombreux pays de notre organisation, les femmes sont restées à l'écart des décisions concernant le dialogue public-privé. Bon, peut-être que c'est dû à des phénomènes culturels et autres, mais ce thème vient à point nommé pour renforcer la participation des femmes dans ce dialogue public-privé où les femmes font encore face à de nombreux défis pour pouvoir accéder aux activités du secteur privé. Donc, beaucoup de difficultés. Voilà. Donc, j'espère qu'avec les travaux de notre facilité ICR, comme Frédéric l'avait bien dit, c'est la troisième session dédiée aux femmes. Donc, avec ces travaux de ICR, nous serons en mesure donc de voir comment mieux associer les femmes au dialogue public-privé pour créer un environnement approprié à ces femmes pour qu'ils puissent participer pleinement aux activités de développement du secteur privé, permettant ainsi de créer des emplois décents par les femmes, par les jeunes. Donc voilà, je voudrais donc remercier encore une fois la facilité ICR pour le travail bien fait, du moins jusqu'à présent, qui a apporté donc leur assistance technique à de nombreux domaines, non seulement pour les femmes, mais dans d'autres domaines également. Je vous remercie. Très bien, Christiane. Merci beaucoup pour ces mots de bienvenue et c'est une bonne introduction pour la présentation que va faire Susana. Avant, je vais quand même dire que j'ai oublié de mentionner que vous me voyez dans l'écran et dans l'invitation, c'était Diego Borrero qui allait être le modérateur, mais il a attrapé le Covid ce week-end, lui et toute sa famille. Donc, c'est moi qui ai dû remplacer. Il est possiblement au lit. On espère qu'il se récupérera rapidement. Et, donc, avec ceci, on commence. C'est donc autour de Susana Martinez Restrepo. Je donne une brève introduction par rapport à elle. Elle est cofondatrice de Call Woman, qui promeut l'autonomisation des femmes et l'égalité pour les femmes. Ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille dans le secteur. Elle a fait ses études à Sciences Po. Elle a un doctorat en économie de l'éducation de l'Université de Columbia dans la ville de New York. C'est elle qui a fait les 3 études qui ont été faites par la facilité. Aujourd'hui, donc, on va nous présenter la 3e qui a à voir avec le rôle de femmes dans les espaces de dialogue public-privé et comment elle va raconter quelques expériences pratiques et les défis qui se trouvent dans le secteur. Donc, ça va être très intéressant. Susana, ton tour. Merci Frédéric. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Et on vous voit très bien.
Ok. Je voudrais d'abord remercier la facilité ICR et pour le soutien, pour les commentaires qu'ils ont faits au rapport. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de présenter celle-ci qui n'est pas encore finie, et sur l'inclusion des femmes et des associations des femmes dans les dialogues publico-privés et un impératif pour le développement durable. Suivant. Suivant. Les dialogues entre le public et le privé, dorénavant on va le dire DPP, réunissent le gouvernement, le secteur privé et les parties prenantes concernées sur le processus formel et informel pour atteindre des objectifs communs. Les DDP ont le potentiel de faciliter des réformes du climat d'investissement, aussi de soutenir les leaders de ces réformes et accélérer les processus de réforme. Ces réformes peuvent inclure la modification ou l'adoption de nouvelles lois et la suppression ou la simplification de réglementations et procédures administratives. Certaines réformes s'attaquent à des obstacles spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises appartenant à des femmes ou qui affectent la participation des femmes dans le marché du travail. Et ceci, c'est parce qu'il y a des réformes qui peuvent affecter les femmes parce qu'elles sont des femmes, ou aussi parce que les femmes ont une probabilité plus grande d'être de propriétaires de petites entreprises. Les femmes qui participent au DPP sont invitées sur la base de leur rôle dans le gouvernement, par exemple, ou dans les chambres de commerce, ainsi que dans les associations des femmes des chambres d'entreprise. Et ce que l'on sait, cependant, il y a très peu d'études, c'est qu'en réalité, il y a très peu de femmes dans le gouvernement, mais particulièrement dans des organisations de femmes, soit dans des associations, soit dans des chambres de commerce, qui font partie de DDP. Et ceci, c'est un problème. Suivant. Comment expliquer le manque de représentation des femmes dans les dialogues publics ou privés? D'abord, on a trouvé qu'en raison des normes sociales et des contraintes familiales, il n'est pas toujours bien vu ou même autorisé pour les femmes, et même interdit dans certains pays, comme on l'a vu dans les autres rapports qu'on vient de publier il y a quelques mois, et de rencontrer des hommes dans le cadre de réunions informelles, de créer des réseaux, et encore moins lorsque ces événements ont lieu la nuit et notamment dans un hôtel. Ça c'est une barrière. Et il est aussi possible pour les femmes de participer, et impossible pour les femmes de participer en raison de leur charge du travail non rémunérée, du manque de temps, de sécurité, de transport, de garde d'enfants disponibles. On a un poids plus lourd dans les soins de la famille, et ça, c'est une barrière aussi. Les entreprises appartenant à des femmes sont plus susceptibles d'être concentrées dans les petites et micro-entreprises à faible productivité. Ils sont souvent dans les secteurs informels, et ceci rend encore plus difficile que ces entreprises, soit informelles, soit micro-entreprises, soient représentées dans les DPP. En outre, les femmes se heurtent à des obstacles pour devenir des hauts fonctionnaires dans le ministère qui mènent le dialogue et où on prend des décisions pour ces réformes qui, en plus, aident les femmes. Mais dans ces rapports, on va se concentrer pas dans le manque de représentation des femmes au sein du gouvernement, mais du manque de représentation des femmes dans les associations et dans les chambres du commerce. Quels sont les avantages économiques du dialogue public-privé dans la promotion de l'automatisation économique des femmes? Et d'abord, l'ensemble du concept du DPP est lié à l'idée de différents groupes des parties prenantes du secteur privé doivent être représentés et être en mesure d'exprimer leurs opinions, soit des femmes, soit des hommes, soit des petits entrepreneurs, n'importe qui doit être représenté. Étant donné que les femmes sont affectées par des politiques, des réglementations et des normes sociales spécifiques, et le fait qu'on est la moitié de la population, sans leur voix, le processus est incomplet et risque de produire des solutions sous-optimales. Ceci est aussi vrai pour autres groupes qui ne sont pas représentés dans les DPP. Le DPP encourage des réformes en faveur des entreprises détenues par des femmes, peuvent également réduire la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire, les niveaux de nutrition et les résultats scolaires de leurs enfants. Si on augmente le revenu des femmes, ceci va se voir dans leur famille et dans la réduction de la pauvreté. Suivant. Donc, on va voir dans ces rapports, et il y a une partie, la première partie, c'est
on va parler sur le processus de création et de renforcement de capacité des associations et des femmes de chefs d'entreprise, dont on inclut aussi des chapitres de Chambre du commerce. Et dans la deuxième partie, on va voir comment ces processus peuvent améliorer les possibilités ou les réformes nécessaires pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Donc, dans cette partie, on se concentre seulement dans la création de ce processus de renforcement. Donc, les clés, on a fait des entretiens. C'est très important de dire qu'il y a très peu d'informations. Donc, on a fait un mélange d'entretiens et il y a quelqu'un qui des entretiens qui est là, et Lily qui va parler plus tard, et aussi des documents. Et on a vu que les clés du succès pour la création et de cette première part des organisations de femmes, c'est d'abord considérer les rôles des normes sociales. Il y a dans certains pays, les normes sociales peuvent dicter que les femmes qui travaillent avec des hommes ou qui rencontrent des hommes dans des réunions privées ou des restaurants sont perçues comme déloyales envers leur mari. Et ça, c'est très clair dans les autres rapports. Il y a même dans des pays, et particulièrement dans l'Afrique subsaharienne, où les femmes ne peuvent pas sortir de la maison sans le permis de leur mari. Et c'est une contrainte. Et pour cela, c'est que, par exemple, dans les cas du Cambodge, on a Lily et la Banque mondiale a trouvé qu'il est mieux de soutenir des associations de femmes. Il est souvent plus efficace de créer une association de femmes que d'inclure des femmes dans des associations existantes. C'est pour cela que les normes sociales sont très importantes. On peut essayer de transformer, et il y a beaucoup de programmes, mais les changements dans les normes sociales peuvent prendre des générations. En outre, les femmes qui travaillent ensemble bénéficient de plus grande liberté de parole, de rencontres, et se sont plus sûres d'elles-mêmes que celles qui travaillent dans des associations mixtes ou des hommes, particulièrement à cause des normes sociales. Suivant. Troisièmement, promouvoir la agency des femmes. Et agency, j'ai eu trop du mal à traduire, mais on a pensé qu'on peut le dire agence humaine. Et ça veut dire, la notion d'agency est définie comme la capacité des femmes de définir des objectifs, à se sentir capables d'attendre et agir en conséquence. La notion d'agency, d'agence collective, démontre comment l'action collective des femmes peut favoriser leur accès à des ressources et à une meilleure prise de décision, ce qui pourrait stimuler leur autonomisation. Ça veut dire, moi, je crois en moi-même et je travaille avec d'autres femmes pour faire des réformes qui bénéficient à d'autres femmes. Et 4, prendre en considération le manque de temps. Les femmes manquent de temps à consacrer à l'association en raison de leur travail et en tant qu'entrepreneurs, propriétaires d'entreprises et soignantes. Et les femmes des pays dans l'Afrique, et les Caraïbes et le Pacifique ont tendance à consacrer entre 3 à 6 fois plus de temps que les hommes aux activités de soins et tâches domestiques. Donc, quand on va créer une association, il faut tenir compte, il ne faut pas le faire dans certains horaires parce que les femmes ne vont pas pouvoir aller, il faut être très flexible. Et il y a même des programmes où ils donnent de garde d'enfants pour que les femmes puissent aller. Suivant. Donc, une fois on a dit, bon, quelles sont les choses que l'on doit tenir en compte pour créer des associations, il y a aussi des pas pour promouvoir la croissance et la durabilité des entreprises appartenant aux femmes ou les associations. Et il y a 3 choses que l'on a trouvées dans les entretiens et les documents. Et le pouvoir des associations de femmes chefs d'entreprise vient de 1. Le nombre d'entreprises qu'elles représentent, 2. Les services qu'elles fournissent à leurs membres, et 3. Leur capacité d'être dans des DPP et défendre les intérêts des entreprises. Donc, voilà. Et ceci est suivant, est lié aux mesures que l'on doit, une fois on a une association qui existe, il est très important d'avoir gestion et accès aux fonds et durabilité. Les organismes donateurs et les hauts fonctionnaires féminins doivent soutenir les premières opérations et l'expansion des associations de femmes. Les associations peuvent se développer et gagner du pouvoir au sein du gouvernement et des DDP en élargissant leurs membres. C'est le cas du Cambodge, par exemple. Maintenant, ils ont 1000 entreprises de femmes et ça leur donne du pouvoir et de la représentation au sein du gouvernement. La formation et les cotisations des membres sont donc des éléments très clés afin de mettre fin à la dépendance. Donc, on voit
ne pas dépendre des fonds de donateurs, mais aussi s'ils offrent des services, donc ces services sont payés et comme ça, on peut garantir la soutenabilité dans le temps. Et un problème aussi commun est que les propriétaires d'entreprise manquent des connaissances sur la façon de gérer une organisation à but non lucratif et on doit renforcer ces capacités. Un autre aspect à tenir compte, c'est l'accès à formation et à la formation réseau. Et des associations dont on a lu, dont on a fait des entretiens, ont eu des formations sur les exports, sur le commerce, des échanges sur le tourisme, mais aussi sur les violences sexistes et sur les lieux de travail. Et grâce à cette formation et l'apprentissage continu, les dirigeants ont pu devenir des experts capables de communiquer leurs préoccupations au sein de DPP et aussi avoir un jargon technique approprié pour qu'elles puissent se communiquer avec des gens du gouvernement. Et le renforcement des capacités dont ils ont bénéficié a été ensuite transformé dans des services qui sont à leurs membres. Donc d'abord, ils apprenaient sur comment, par exemple, les femmes étaient plus affectées par certaines lois et régulations sur les commerces, sur l'exportation. Mais après, ils aussi devenaient des formateurs pour les entreprises qui faisaient partie de leur association. Suivant. 3, il faut inclure les besoins des entreprises informelles dans les DPP. Ceci, c'est très, très important. Les femmes sont plus susceptibles d'être à la tête de micro-entreprises dans des secteurs informels et ne sont pas pour la plupart intégrées au sein d'associations de femmes ou ne sont pas incluses dans le processus de DPP. Mais il faut tenir compte de leur voix, de leurs nécessités. Et pour cela, dans les entretiens, ça a été clair que pour intégrer les femmes dans les secteurs informels, il faut par exemple que les consultations soient dirigées par des femmes, parce que quand les consultations sont faites par des hommes, les femmes ne peuvent pas participer aux raisons des normes sociales. Quatrièmement, et la dernière de cette partie, et un secteur privé et dynamique et avec une forte croissance économique est très, très important pour des associations. Les études de cas ont montré que les DPP sont plus durables si le secteur privé est dynamique. Les associations d'entreprises dans les pays où il y a des conflits internes, de faible croissance économique ou des niveaux élevés de corruption peuvent rencontrer des difficultés plus importantes et pour recruter de nouveaux membres et fournir des services, défendre leurs besoins et l'inclusion des DPP. Cette contrainte affecte à tout le monde, pas seulement les femmes, mais il est important de dire que un secteur privé dynamique et la croissance économique aident à la réussite de cette association. Suivant. Après, maintenant, on va voir des exemples de dialogues public-privé qui favorisent l'initiative d'autonomisation. Donc, il y a une chose, c'est qu'on a des femmes qui participent. Et une autre chose, c'est que les décisions qui se prennent au sein de DPP favorisent l'autonomisation économique des femmes. Donc, maintenant, on va voir ça comme les outputs, les résultats des PPP suivants. Et on a pris 3 exemples. Et le premier exemple, c'est la coalition des entreprises pour les femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et la coalition a été lancée en 2014. La Banque mondiale a travaillé avec la Chambre des mines ainsi que d'autres associations d'entreprises, telles que le Conseil de fabricants, pour mettre en place la coalition d'entreprises. Et c'était très, très intéressant ce cas-ci. Et Lily peut-être peut en parler en première personne de son expérience, mais c'était les hommes qui ont vu des problèmes de violence contre les femmes, particulièrement à la maison et dans la rue. Et ils ont pris l'initiative de créer une association pour protéger les femmes, et parce qu'ils voyaient aussi des conséquences économiques à cause de manque, de l'absence de femmes qui étaient battues à leur naissance. Donc, c'était un cas très, très intéressant. Et la coalition fait partie d'un DPP et travaille sur des projets qui visent à accroître la sécurité des employés sur le lieu du travail, à soutenir les employés qui sont victimes de violences familiales et sexuelles pour qu'ils restent au travail et en sensibilisant à la nécessité de politiques sur le lieu de travail qui traitent de ces questions. Suivant. Donc, quelques activités qu'ils développent et ils ont mis en œuvre des politiques sur les violences sexuelles et familiales dans cette entreprise.
Et ils font des formations de femmes et des hommes à l'identification de l'harcèlement sexuel et des effets sur les organisations. Il y a beaucoup de recherches qui est publiée dans leur website. Et ils font aussi des formations des entreprises sur les audits de sécurité liés au genre, y compris des outils prenant à mesurer la sécurité physique, émotionnelle et professionnelle des femmes au travail. Quel résultat du travail de la coalition? Les membres du personnel ont reçu une formation qui les a sensibilisés et il y a des évaluations qui ont montré des résultats positifs par rapport au changement de la perception et des comportements et par rapport au harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Et la coalition développe des outils de recherche et de l'information pour sensibiliser sur la violence sexiste et l'importance de s'attaquer à des violences sexistes. Donc, et grâce au travail, il y a plus de protection pour les femmes et contre la violence sexiste. Suivant. Et le deuxième exemple, c'est la Chambre du commerce des femmes de Tanzanie. La Chambre du commerce a été créée en 2005. Il réunit des associations des entreprises et des groupes de propriétaires d'entreprises. Elle cherche à promouvoir l'autonomisation des femmes et les biais des entreprises qui travaillent avec des organisations de secteur privé et public pour aider et fournir des conseils nécessaires aux femmes des affaires et pour créer des politiques plus favorables aux entreprises féminines. Donc, les activités suivantes, les activités qu'ils développent par rapport à ça, et ils sont des réunions régulières, des événements promotionnels, de partage d'informations commerciales, de mise de réseau, apprentissage et partage d'expériences. Et ils aussi font des activités pour soutenir leurs membres et pour enregistrer les entreprises, par exemple, ils sont dans les secteurs informels et ils organisent aussi des formations pour le renforcement de capacités de femmes et très, très important, ils sont des activités dans les DPP pour défendre les intérêts des entreprises qui font partie de la Chambre de commerce des femmes. Et très, très important, ils mettent aussi en relation les femmes avec les institutions financières et organisent des visites de partage d'échanges d'expériences, de gestion, de marketing et sur la technologie entre les femmes et autres femmes qui ont eu plus d'expérience. Le résultat est ils ont accru la participation de femmes aux différents forums d'affaires au niveau national, régional et international. Et ils ont accru la sensibilisation des femmes entrepreneurs à différents accords régionaux, internationaux et multilatéraux. Et aussi, ils ont amélioré l'emploi des jeunes femmes et des jeunes hommes dans plusieurs secteurs. Et ils travaillent et aussi pour améliorer les conditions de travail chez les jeunes femmes. Suivant. Et là, le deuxième cas et le dernier cas, je ne veux pas trop en parler parce que Lily, qui est une des personnes qui a vraiment aidé cette association, mais c'est un cas qui n'appartient pas au pays de l'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes, mais c'est un des exemples internationaux les plus connus comme un succès. Pour cela, on a décidé de l'inclure. C'est le cas de l'Association des femmes entrepreneurs cambodgiennes. Et c'était une initiative qui a été soutenue par la Banque mondiale et a lancé un processus depuis le 2009. Et par la frustration d'un DPP très masculin, et elle compte aujourd'hui avec 1000 membres, chefs d'entreprise, avec des sections dans 5 provinces. Et l'association a obtenu de changements importants dans les lois et les règlements qui soutiennent les entreprises féminines au cours de 9 dernières années. Et on va voir ça dans les activités et les résultats qu'elles ont obtenus. Suivant. Et dans les activités, ils ont des formations à des femmes et ils ont aussi créé un centre d'incubation pour les femmes où toute femme peut apprendre à développer une entreprise. Ce centre, en ce moment, est en construction. Ils collaborent aussi activement avec la Chambre du commerce et le forum du secteur privé pour promouvoir des réformes auprès du gouvernement. Et l'association est très active dans le domaine de la fabrication, l'exportation et le commerce, les relations internationales
la propriété et la construction. Et très important, ils ont obtenu très grands résultats. D'abord, l'association a contribué à l'approbation d'une politique qui favorise la facilitation pré-commerciale de la soie brute du Vietnam. La participation de la soie est un secteur à forte concentration d'entreprises dirigées par les femmes en employant des femmes. Donc, ceci est un exemple que des fois, les réformes nécessaires pour améliorer l'autonomisation des femmes, c'est pas parce que les femmes sont discriminées et a souffert de discrimination directe, mais aussi parce que elles sont dans des entreprises où certaines régulations peuvent affecter plus ces secteurs. Elles ont conduit aussi l'adoption du pain gratuit pour les PME, qui prévoit l'exonération fiscale pour les entreprises qui gèrent moins de 90 000 $. Et ça, c'est très important parce que les femmes aussi, c'est pas une situation qui affecte seulement les femmes. Il y a aussi des hommes qui ont de petites entreprises, mais les femmes ont une probabilité majeure d'être concentrées dans des entreprises qui font moins de 90 000 $ par an. Et elle aussi soutient le gouvernement cambodgien dans une campagne de sensibilisation aux institutions fiscales récemment approuvées, parce qu'il y avait beaucoup d'incitations fiscales pour les petites entreprises, mais personne ne les connaissait, donc ils sont en train d'aider à sensibiliser les femmes, notamment, pour qu'elles connaissent quels sont les avantages qu'elles peuvent avoir. Suivant. Donc, en conclusion, on va voir aussi un peu plus de détails avec les panélistes, mais 3 choses qui sont très importantes de nous souvenir de ces rapports et de cette présentation. D'abord, lorsqu'il n'y a pas de femmes ni d'associations dans les DPP, le processus nécessite un travail. Les organisations de femmes ont besoin d'un soutien économique et politique du gouvernement et des donateurs internationaux, mais il faut penser que ça doit être soutenable. C'est pour cela que quand les organisations de femmes existent déjà, elles peuvent avoir besoin pour se développer, pour être durables, pour être inclus dans les DPP et défendre leurs intérêts, mais aussi de façon soutenable, comme par exemple en créant des services pour leurs membres avec un coût. Et l'augmentation du nombre de membres est essentielle pour la visibilité et leur pouvoir au sein du PPP. Et à cette fin, les associations de femmes doivent fournir des services et soutien à leurs membres entrepreneurs. Et dernièrement, les associations de femmes sont les mieux à promouvoir des questions affectant les femmes. Elles peuvent également défendre des contraintes auxquelles elles sont confrontées puisqu'elles font partie d'industries spécifiques. Donc, comme je disais, des fois, c'est des réformes, régulations qui affectent directement les femmes. Comme par exemple, dans quelques pays, il y a des femmes qui ne peuvent pas registrer leur entreprise si ce n'est pas avec un homme, avec leur mari ou avec un frère. Donc, c'est ça, des réformes directes qui bénéficient les femmes, mais aussi il y a des réformes qui bénéficient les femmes parce qu'elles sont concentrées dans le secteur services, dans la restauration, dans le secteur hôtelier, dans la soie, comme le cas du Cambodge. Et merci beaucoup. Merci, Susanna. C'est une présentation très intéressante, beaucoup de choses à retenir, je crois, pour tous les acteurs qui travaillent dans ce secteur et pour tous les participants de cet événement en ligne. On a maintenant 3 panélistes distingués qui ont une grande expertise sur le sujet et qui vont enrichir beaucoup cette discussion, je crois. C'est Lily Sosombat à la Banque mondiale, Candide Leged qui est du Togo, de l'organisation FEFA, et Samira Ousmane du Niger. Nous allons faire à tour de rôle, chacune donnera leur réaction et peut-être leur expérience sur le sujet dans leur travail. Et ensuite, après la participation de chacune, on aura donc les questions et réponses. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées par des participants, donc vous pouvez compléter là aussi quand vous avez des questions qui surgissent. Donc, on commence par Lily, je la présente rapidement. Elle est spécialiste senior en gouvernance de la division de la gouvernance au groupe de la Banque mondiale, où elle travaille depuis l'année 2000.
Depuis 2011, elle est chargée de superviser et de conseiller le portefeuille mondial de la Banque mondiale en matière de dialogue public-privé, avec plus de 70 initiatives. Elle est aussi l'auteur de plusieurs guides qui ont à voir avec l'engagement de parties prenantes, et cette information est disponible sur Internet, sur le site qui s'appelle www.public-privatedialogue.org, qui présente beaucoup d'aspects sur le dialogue public-privé. Lily est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'université Paris-Saint-Denis, pardon. Et comme a mentionné Susanna, elle a travaillé directement dans plusieurs de ces initiatives. Donc, on va pouvoir bénéficier de votre expérience, Lily. Donc, à votre tour. Très bien, merci beaucoup. Oui, donc effectivement, la Banque mondiale a soutenu ces dialogues publics-privés depuis la fin des années 90, avec vraiment, je dirais, un pic au début des années 2000. Et on a commencé en fait dans la région du Mekong, au Cambodge, au Laos, au Vietnam. Et puis, mais avant cela, on avait déjà pas mal d'initiatives en Afrique, mais c'était beaucoup plus des conseils de l'investissement, conseil pour la compétitivité, et souvent à très haut niveau, donc au niveau d'une présidence ou d'une primature. Et souvent, quand on établit ces plateformes-là, on prend les grosses entreprises, le patronat, la chambre de commerce, où il y a très peu de femmes. Donc, moi, je suis arrivée, donc j'ai coordonné un des premiers dialogues public-privé qui était au Cambodge. Je suis arrivée après, en fait, la gestion par des hommes, James Brew qui avait tenu ce rôle-là. Et donc, on a 9 groupes de travail. Je parle de ce cas-là parce que c'est vraiment là où on a commencé à prendre en compte la voix des femmes entrepreneurs. Donc, ces 9 groupes de travail, ce sont des groupes de travail qui sont coprésidés par un ministre, par un président d'association sectorielle. Donc, par exemple, si c'est le tourisme, ce sera le ministre du tourisme. Ce sera le président de la chambre hôtelière, par exemple. Et donc, c'est surtout des femmes. Et quand vous allez dans ces réunions-là, c'est très formel. Hein. D'un côté, vous avez le gouvernement, de l'autre côté, les entrepreneurs. Ils sont tous en costard cravate. Je dois être la seule personne qui porte des trucs de couleur, étant une femme et donc moins restreinte. Et je vous raconte une histoire. Moi, comment ça m'est venu? Je vais à une réunion au ministère de l'Industrie. On est 3 femmes. Il y a 40 je dirais, représentants soit du gouvernement, soit du secteur privé. La femme, elle est à la tête d'un petit atelier d'artisanat, donc la soie, des cadeaux, des choses comme ça. Je suis coordinatrice, je représente la Banque mondiale, puisque c'est sponsorisé, ces dialogues-là, par la Banque mondiale, et mon assistante. Et à chaque fois qu'elle dit quelque chose, les hommes, ils s'en foutent, quoi. Ils sous cap, ils regardent dans l'air et tout ça. Et puis, au bout de 2 heures de réunion, à un moment, un des grands tycoons, un Opnia, on appelle ça au Cambodge, dit non, mais les femmes, là, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Excusez-moi, mais elles ne savent pas de quoi elles parlent. Alors, imaginez cette femme-là, petite entrepreneuse, qu'est-ce qui se passe? Elle se renferme. Et puis après, quel est mon rôle en tant que représentante de la Banque mondiale au sein de ça? Je dis rien, je laisse passer. Et pourquoi est-ce que et après, je me suis rendu compte que en fait, j'ai failli à mon rôle parce que je n'ai pas protégé la voix de cette femme entrepreneur-là pour qu'elle puisse parler. Donc, le rôle de l'accord des bailleurs de fonds ou de la personne qui est en position d'autorité, soit formel, puisque de l'autre côté, on a un représentant du ministère de l'Industrie, soit informel, ou formel. Moi, j'aurais pu dire, bon, ben, ça va, vous gardez vos avis misogynistes pour vous, écoutez cette femme-là. Et je ne l'ai pas fait. Donc, comment est-ce qu'on crée cet espace-là? Comment est-ce qu'on crée un espace où on protège la voix de la femme entrepreneur, mais également, il faut qu'elle ait la capacité. Donc, quelque chose que Susanna a parlé en longueur, c'est vraiment cette notion d'agence, donc de capacité et que la personne se sente assez à l'aise et également les compétences pour parler. Donc, ce qu'on a fait après, c'est vraiment essayer de créer une association, de rassembler des femmes. Et ça nous a pris 2 ans pour en fait convaincre des femmes à
se mettre ensemble. Donc, on va les voir, non, mais j'ai rien à dire, non, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc, renforcer la capacité des femmes à parler et à formuler, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a commencé avec des networking events. Et puis, après, elles ont créé leur association. Et puis, bon, maintenant, elles ont eu pas mal de résultats. Donc, les normes sociales, comment est-ce qu'on casse ces normes sociales-là? Comment est-ce qu'on renforce la capacité des femmes à parler? Je pense que c'est deux aspects qui sont importants. Troisième chose, et puis après, je vais passer la parole aux autres intervenantes, c'est comment est-ce qu'on peut créer une alliance avec les hommes? Les femmes, l'association des femmes au Cambodge était vraiment intelligent. Ils ont pris des advisors, des conseillers qui sont des hommes, qui ont fait le plaidoyer à leur place, qui leur ont dit comment faire les choses. Les bailleurs de fonds sont venus chacun de leur côté pour renforcer les compétences techniques, donc la connaissance sur le sujet sur lequel ils veulent parler. Et puis, peut-être quelque chose de pratique, lorsqu'on commence comme ça, on n'a pas besoin de les mettre dans la grande scène avec des gens qui sont beaucoup plus puissants. Donc, on peut faire des groupes de travail. En fait, on peut faire des sous-comités où il n'y a que des femmes, où on les aide, où on fait le canevas des priorités et puis on ramène après vers la grande plateforme de discussion. Donc, protéger, créer cet espace-là où elles se sentent en sécurité pour parler, où elles se sentent en confiance pour parler. Et le fait qu'elles soient ensemble, en fait, elles ont pu s'encourager, elles ont pu s'appuyer, non seulement sur le côté des affaires, mais parfois leur côté familial, comment gérer les hommes, comment gérer le temps, comment gérer ces perceptions-là. Voilà. J'étais longue. Je repasse la parole. Non, c'est très bien, Lily. Merci beaucoup. Et c'est très intéressant et très réel, les exemples que vous avez mentionnés. Donc, merci beaucoup. Donc avec Lily, on avait un peu le rôle des bailleurs de fonds. Maintenant, on va passer aux associations soi-même avec la participation de Candide Legued. Elle est la présidente de la Fédération des entrepreneurs et femmes d'affaires au Togo, c'est la FEFA. Madame Legued travaille dans l'insertion des femmes et jeunes filles dans le monde de l'emploi par le biais de leurs entreprises. Elle préside aussi plusieurs organisations régionales comme la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Conseil national du patronat du Togo, entre autres. Elle est titulaire d'un diplôme de licence de droit des affaires et un master en management des entreprises. Madame Legued, à votre tour. Merci. Oui, merci beaucoup Frédéric de m'avoir donné la parole et je voudrais remercier ICR de m'avoir invité donc sur ce plateau. Je voudrais faire un petit rectificatif d'abord avant de continuer. Je ne préside pas le patronat ni la CEDEAO, mais je préside la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO, donc d'Afrique de l'Ouest. Et je suis membre du conseil d'administration du patronat en tant que présidente de la commission formation et emploi dans les entreprises. Donc, voilà la petite... Merci pour la clarification. Pour la clarification que je voudrais faire. Et je voudrais remercier comment ça s'appelle, Susanna, pour sa brillante présentation. Et j'ai suivi, elle a touché du doigt les différents problèmes que peuvent rencontrer les femmes par rapport à leur inclusion dans les dialogues publics et privés. Et il y a un endroit, par exemple, quand on parle des rôles, là où elle parle le rôle des normes sociales et l'interdiction pour les femmes d'évoluer dans les cercles sociaux ensemble avec les hommes, je crois qu'il faut là-bas nuancer un peu parce que cela dépend de la partie du monde où on est. En Afrique de l'Ouest, par exemple, elle a nommément cité l'Afrique subsaharienne, mais je voudrais lui dire qu'en Afrique subsaharienne, les choses ont beaucoup évolué. Et je prendrai l'exemple de mon pays, le Togo, où aujourd'hui, on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, on a une femme Premier ministre, on a 11 femmes ministres sur 33, et on a des femmes
partout dans les administrations, des directeurs de cabinet, des femmes directeurs de département et autres. Et évidemment, nous avons toute une panoplie de femmes entrepreneurs qui sont dans les très petites entreprises, mais qui sont aussi évoluées dans les grandes entreprises. Alors, quand nous voyons cela, vous savez que l'entrepreneuriat au Togo est en plein essor et tout le monde le sait, surtout avec l'exemple des Nana Benz qui ont fait la fierté du pays et dont la réputation a été même au-delà de nos frontières. Donc, ces Nana Benz, c'était des femmes qui n'étaient pas éduquées, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas été à l'école, mais c'est des femmes qui étaient très puissantes et leur voix comptait beaucoup, surtout en ce qui concerne la prise de décision dans les sphères politiques. Elles ont beaucoup contribué à l'évolution de la femme dans l'entrepreneuriat et dans le commerce, malgré le fait qu'elles ne soient pas éduquées. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de femmes entrepreneurs et dont je suis la présidente. Au Togo, nous avons au niveau régional de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, cette fédération, mais dans chaque pays de la CEDEAO, nous avons la même fédération au niveau national. Et chez nous, ici, nous avons une cinquantaine d'entreprises, d'associations féminines qui sont membres de cette fédération. Alors, ce que nous faisons, et si je prends toujours l'exemple du Cambodge, où elle a cité des femmes qui se sont mises en fédération, oui, c'est vrai, nous sommes mises en fédération ici aussi. Et au Togo, la fédération des femmes, la FEFA que je préside, nous avons mis en place aussi un incubateur d'entreprises des femmes depuis 2015 qui fonctionne très bien et donc qui aide toutes les femmes entrepreneurs, tout secteur confondu, à venir prendre des conseils et se faire accompagner. Donc, c'est un centre en fait entrepreneurial des femmes d'affaires où nous avons d'un côté les femmes qui sont déjà très avancées dans l'entrepreneuriat et d'autre part des startups, donc les jeunes entreprises qui en démarrage, qui viennent alors pour l'incubation qui dure 12 mois à peu près. Donc, il y a des coachs qui sont là et également, nous avons un projet de campagne de sensibilisation aux incitations fiscales qui fait que nous appelons une femme un numéro, étant donné que les femmes sont dans l'informel. La plupart du temps, elles sont dans l'informel et elles ont du mal à, comment dirais-je, évoluer vers des entreprises à forte capitalisation. Évidemment, nous avons mis en place un projet avec l'Office togolais des recettes pour que chaque femme qui exerce dans l'informel puisse être formalisée. Et dans l'incubateur, nous facilitons donc la transition du secteur informel vers le secteur formel pour que ces femmes puissent avoir une voix, puisque aujourd'hui, les statistiques nationales ne prennent pas en compte tout ce qui est dans l'informel. Or, c'est du travail que ces femmes font et elles participent à la formation du produit intérieur brut de nos pays. Mais elles ne sont pas prises en compte. Toute cette frange de la population n'est pas prise en compte, donc le PIB est biaisé. Donc, nous voulons faire en sorte que ces femmes soient visibles pour qu'elles puissent avoir un numéro d'immatriculation. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans l'informel, vous êtes invisible, mais quand vous êtes vous formalisez, donc vous devenez visible, vous avez un numéro et on tient compte donc de votre participation à l'économie nationale. Et donc, nous, au niveau de la fédération, nous intervenons, nous sommes membres du patronat, nous sommes membres des chambres de commerce. Moi-même, je suis conseillère municipale puisque aujourd'hui, nous avons 117 maires et au total, et nous avons 12 femmes maires, nous avons des femmes adjointes et nous avons des conseillères municipales, au total 192 au Togo, femmes conseillères municipales. Donc, c'est déjà un pas pour nous vers la réalisation et aujourd'hui, il est d'office reconnu ce rôle des femmes dans la participation du dialogue public-privé et on ne peut plus rien faire sans nous, que ce soit des ministères du commerce, de l'industrie et de la promotion du secteur privé. Nous sommes là, nous sommes dans les commissions
hein, qui font la loi, des commissions qui travaillent sur tout. Et dernièrement, nous avons fait des consultations nationales, pas dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, pour voir, pour évaluer donc les besoins, hein, des femmes entrepreneurs, surtout celles qui font le commerce transfrontalier, pour voir comment on peut les accompagner pour qu'elles puissent aussi bénéficier pleinement ou bien tirer grand profit de la ZLECAf. Autrement dit, nous aurons la ZLECAf, mais les femmes seront toujours en arrière, étant donné que nous sommes dans les très petites et moyennes entreprises, et elles ne pourront pas exporter parce qu'il n'y a même pas comment dirais-je, des structures de certification, des structures de qualité pour accompagner, puisque pour aller à l'exportation, il faut avoir des produits certifiés. Or, ces femmes sont nombreuses dans la production alimentaire, elles sont nombreuses dans l'artisanat, elles font beaucoup de choses. L'entrepreneuriat au Togo est très bien établi, l'entrepreneuriat surtout des femmes, et le gouvernement aujourd'hui a beaucoup d'initiatives pour encourager les jeunes et les femmes. Il y a par exemple la mesure des 25% du marché public qui sont réservés aux femmes et aux jeunes pour que les femmes puissent faire la main, puisqu'elles ont leurs petites entreprises, ne peuvent pas concourir au niveau des grands marchés. Donc, on a ce quota de 25% qui leur sont réservés pour qu'elles puissent aussi participer au marché public. Et il est impératif pour chaque commune donc de mettre de côté 25% de ces marchés publics pour les femmes et pour les jeunes. Et ensuite, nous avons un fonds d'initiative, un fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et des femmes qui donne du financement, hein, des fonds d'amorçage pour que ces femmes-là puissent démarrer leur truc. Et ce que je veux dire ici, c'est que il y a toutes ces initiatives, mais à un niveau, quand même, les femmes participent. Les femmes participent et dans les hautes sphères du gouvernement ou de la nation, les femmes sont là. Aujourd'hui, elles nous représentent valablement et nous pouvons compter sur ces femmes-là. Moi-même, je suis dans plusieurs commissions au niveau du gouvernement où je participe vraiment au dialogue public-privé. Je suis membre du Conseil national de dialogue social au Togo. Et c'est là où, ensemble, avec le secteur privé, moi je suis là-bas en tant que membre du secteur privé, mais avec les travailleurs et le gouvernement, ensemble, nous traitons donc des sujets d'actualité, des sujets qui portent sur l'emploi, sur la santé, sur tout ce qui concerne la vie sociale de notre pays. Donc, voilà, je voudrais dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire, et surtout au niveau éducationnel des femmes, parce que ce qui explique la très peu représentation de ces femmes au niveau des structures de dialogue public-privé, c'est leur faible taux d'éducation. Et comme elles ont un faible taux d'éducation, aujourd'hui au Togo, le président de la République a fait, c'est l'éducation pour tous. Donc l'éducation à l'école primaire, c'est gratuit pour tout le monde. Donc il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes aujourd'hui au Togo, où l'éducation est free, c'est libre, c'est donné à tout le monde de pouvoir aller. Maintenant, les contraintes, ce qui fait que au départ, nous avons peut-être 100 garçons et filles, et qu'à l'arrivée, il n'y a que 20 filles, c'est qu'il y a la déperdition scolaire, il y a les autres problèmes comme les grossesses précoces, il y a d'autres choses qui viennent s'adonner, et c'est sur ces choses-là, ces problèmes-là que nous devons mettre l'accent dans la politique, lorsque nous traitons de la politique en général. Et nous demandons à ce que la dimension genre soit systématiquement intégrée, prise en compte dans toutes les politiques. Parce que c'est transversal, ça doit se trouver partout, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, etc. Il faut que la dimension genre puisse être intégrée systématiquement dans toutes ces politiques-là. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et à l'Assemblée, nous avons la femme,
qui est la présidente et qui pousse cet agenda-là pour que vraiment ça puisse devenir une vraie réalité dans notre pays. Et avec le concours de la première ministre qui elle-même est à l'exécutif, je peux dire que nous sommes un peu bien nantis. Donc voilà, je voudrais m'arrêter ici pour donner l'opportunité aux autres aussi de parler. Je crois que Samira m'attend. Merci. Très bien, Candide. Merci, Frédéric. Merci beaucoup pour ces mots et pour beaucoup d'idées très pratiques, des politiques pratiques et réelles qui sont mises en place en Togo. Aussi pour écouter le rôle accru, voir le rôle accru des femmes au Togo. Donc, c'est très intéressant et positif. Donc, maintenant, c'est le tour de notre troisième panéliste. On passe du côté des entrepreneurs maintenant, donc pour compléter le cycle des acteurs dans le sujet. C'est Samira Ousmane, qui est la présidente de Nigériel. Samira est une entrepreneure passionnée par l'autonomisation de la femme. Elle a mis en place l'association Nigériel, qui promeut l'entrepreneuriat des femmes au Niger. Elle a lancé aussi en 2017 le premier salon national de l'entrepreneuriat féminin au Niger, SANEF, qui ressemble aujourd'hui des centaines de femmes entrepreneurs du Niger et de l'espace UMOA. Elle a été aussi élevée au rang de chevalier dans l'ordre des palmes académiques du Niger par le gouvernement en mars 2021, donc son travail a été reconnu là-bas. Samira, votre tour. Merci beaucoup Frédéric. C'est toujours un plaisir de participer à ces genres d'initiatives et je remercie vraiment toute l'équipe de l'ICR pour votre invitation. C'est fut un plaisir pour moi d'écouter Candide. Je rappelle, j'ai eu l'opportunité, l'occasion et le grand plaisir de partager un panel avec elle il y a juste 3 mois et c'est toujours un plaisir de l'écouter parce que le Togo est un pays quand même qui inspire en termes d'entrepreneuriat féminin. Je me retrouve plutôt dans la présentation de Susanna parce que tout ce qu'elle a dit ressemble à ce que vivent les femmes entrepreneurs, les femmes en général dans mon pays. Quand on parle des barrières sociales et culturelles, c'est vraiment un grand défi dans mon pays, le Niger, non seulement pour les femmes entrepreneurs, mais aussi pour les femmes qui sont dans les instances de prise de décision au premier rang, surtout celles qui sont dans les affaires politiques. Donc, nous, ici, à notre niveau au Niger, il y a beaucoup de difficultés pour concrétiser les engagements parce qu'il est aujourd'hui impératif d'assurer un accès égal aux sources de prospérité, aux hommes et aux femmes, et aussi aux autres groupes vulnérables. Parce que quand on parle de genre, ça englobe non seulement les femmes, mais aussi aux groupes vulnérables. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de favoriser une croissance économique, de réduire la pauvreté et de promouvoir le progrès social. Donc, je pense que l'inclusion des femmes dans les instances de prise de décision est très importante, surtout pour des pays en voie de développement comme le Niger, qui est malheureusement toujours à la traîne en termes de participation de la femme. Je vous prends un exemple simple, une petite anecdote, pardon. Il y a 2 semaines, on était à une activité organisée par ONU Femmes. Donc, c'est une activité sur... au final, on devrait rédiger un rapport pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un plan de développement vraiment concret pour les femmes, pour l'évolution de la femme nigérienne au Niger. Et il y avait 3 groupes qui devaient se former. Un premier groupe sur la gouvernance, un deuxième groupe sur la santé en général et un 3e groupe sur l'autonomisation économique. Moi, j'étais tout naturellement dans le groupe de l'autonomisation économique et il se trouve qu'on était, une trentaine de participants, mais malheureusement, on n'était que 3 dans le groupe de l'autonomisation économique. Et avant de commencer, le modérateur a même dit non, tout le monde ne doit pas aller dans la gouvernance, il faut aussi venir appuyer le groupe de l'autonomisation économique. C'est pour dire que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le développement économique et la notion de l'entrepreneuriat et du développement économique dans un pays comme le Niger est encore à la traîne. Nous faisons de notre mieux en tant qu'organisation, association et organisation de la société civile, appuyée bien évidemment par des partenaires comme justement la Banque mondiale et d'autres partenaires étatiques. Nous faisons de notre mieux pour que cette participation soit plus effective, pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes
qui aujourd'hui sont au devant de la scène pour promouvoir cette Nigérienne indépendante, cette Nigérienne qui aujourd'hui peut être fière de ce qu'elle est en train d'accomplir. À cause des barrières sociales, je dirais que mon pays est vraiment à 99% musulman et on se cache très souvent derrière cette religion qui malheureusement, qui heureusement prône l'indépendance financière et économique de la femme, quelque chose qu'on ne dit pas très souvent. L'islam, au contraire, promeut la femme musulmane. Il respecte la femme, mais malheureusement, les gens se cachent derrière cette religion pour ne pas donner beaucoup de liberté aux femmes. Et nous, ce qu'on fait à notre niveau, c'est, comme l'a suggéré dans l'étude de Susanna, on s'est réunis donc en réseau, donc en association, pour porter haut et fort le message d'une femme nigérienne qui est non seulement musulmane, qui croit aux valeurs culturelles, mais qui est aussi entreprenante et qui croit au fait d'apporter un plus dans le développement économique et social de son pays. Il y a aujourd'hui beaucoup d'organisations qui sont en train de se lever, avec lesquelles on va se mettre en consortium, c'est toujours en étude, pour dire qu'aujourd'hui, la femme nigérienne a atteint un stade où il faut qu'elle soit au devant de la scène, parce que tout ce qui se passe sans nous est contre nous. Tous les projets qui sont mis en œuvre, malheureusement, au Niger, pour les femmes, sont très souvent étudiés sans la contribution de ces femmes-là. La femme ne sait pas qu'on est en train de faire quelque chose pour elle, mais à la fin, on lui dit, viens, tu es bénéficiaire de tel projet. Pour nous, ça n'a aucun sens. Quand un projet doit se mettre en place, il faut que les femmes soient concertées. Il faut que les femmes qui sont à l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale, on a plus d'une cinquantaine de femmes. Ça ne s'est jamais fait au Niger. C'est cette année, à partir de 2021, qu'on a eu une cinquantaine de femmes députées au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on va en collaboration avec toutes ces femmes-là pour dire qu'aujourd'hui, la femme nigérienne est en train d'évoluer. Il faut qu'elle soit aussi au devant de la scène. Il y a eu un événement historique qui s'est passé en 1991, en mai 1991, qui a amené même à la création aujourd'hui d'une journée nationale de la femme nigérienne. Il s'agit d'une marche historique que nos mamans ont réalisée le 13 mai 1991 pour dire non, il est grand temps que les femmes soient de plus en plus impliquées. Parce qu'il y a eu une conférence nationale où il y avait peu de femmes comparées à une centaine d'hommes et ils étaient en train de débattre sur les questions de femmes. Les femmes ont dit non, il faut que nous-mêmes nous soyons impliqués dans ce que vous allez faire. Et c'est seulement là que nous allons contribuer et c'est seulement là qu'il y aura un impact sur notre vie, en gros, parce qu'il s'agit quand même de projets qui auront des impacts sur la vie de ces femmes. Et depuis lors, nous, au Niger, on a une journée spéciale de la femme nigérienne. Chaque 13 mai, nous célébrons cette journée, mais aussi nous essayons d'étudier quels sont les impacts, quelles sont les retombées depuis 30 ans où la femme est en train de lutter pour ses droits, quelles sont les retombées? Est-ce que réellement les femmes sont au devant de la scène? Mais bon, c'est étonnant. Vous allez constater que c'est étonnant parce que jusqu'à présent au Niger, bien que malgré toutes ces luttes-là, par exemple la loi sur le quota, qui est normalement de 25% pour les postes nominatifs, nous avons été déçus de remarquer la dernière fois qu'il n'y a que 5 ministres sur une vingtaine de ministres, ce qui ne représente même pas 15% de la loi sur le quota. Nous, en tant que vraiment entrepreneurs qui voulons mener des actions positives pour la vie de la femme au Niger, nous nous sommes regroupés, comme je le disais tout à l'heure, en consortium pour pouvoir mesurer les impacts et les retombées de se mettre en avant pour plaider pour notre cause. Donc, c'est exactement ce que Susanna avait dit, mais je ne vais pas faire de redondance, mais je vais quand même faire un peu le point de ce que j'ai eu à mettre à souligner tout à l'heure. Donc, nous comptons faire des actions de plaidoirie parce que c'est une activité qui, malheureusement, traîne. Les femmes ne sont pas très motivées, comme vous le savez, avec toutes les charges sociales, familiales et tout. Généralement, quand on commence à travailler ensemble, ça tombe toujours à l'eau. Mais je pense que c'est une action qu'on essaie de mener à chaque fois qu'on se rencontre. Et c'est de faire des actions vraiment de plaidoirie auprès de l'État pour imposer entre griffes, que les femmes soient mieux représentées, que les femmes entrepreneurs
puissent bénéficier de certaines opportunités, non seulement au niveau de la Chambre de commerce, au niveau du ministère de la promotion de la femme, mais aussi au niveau du ministère du commerce, pour que les femmes entrepreneurs puissent apporter leur contribution au développement économique et social du pays. Donc, à travers ces réseaux-là, nous comptons vraiment mettre en place des activités concrètes. Comme je le disais, comme M. Frédéric le disait tout à l'heure dans sa présentation, nous sommes organisateurs d'un salon et à chaque fois, à chaque activité de ce salon-là, nous menons des petites activités, des side events où nous discutons de quels sont aujourd'hui les résultats concrets de la situation de la femme entrepreneur, de la femme qui contribue au développement économique du Niger, quelle est la situation actuelle. Et nous mettons en place des stratégies, des activités que nous avons du mal, certes, à mettre en place concrètement, mais dont les discussions sont toujours en cours et que nous espérons vraiment que ça aura des réels impacts dans le futur. J'admire vraiment l'avancée d'un pays comme le Togo. C'est un pays qui est juste à côté, dont nos différences culturelles sont énormes. Nous faisons face aux mêmes défis en tant que femmes africaines, mais j'admire vraiment l'avancée d'un pays comme le Togo et je tiens vraiment à féliciter Candide à travers toutes vos fédérations pour tout le travail que vous êtes en train de faire et nous espérons que nous allons nous inspirer de tout ce que vous êtes en train de faire pour vraiment mener à bien nos projets ici au Niger. Je vais un peu m'arrêter là parce que je sais qu'il y aura des questions qui vont suivre et nous pourrons répondre au fur et à mesure. Merci. Merci Samira, très intéressant aussi votre point de vue. J'ai retenu la phrase, c'est pas moi qui peux la dire, mais tout ce qui se passe sans nous, c'est contre nous. Je crois que c'est très réel et ça résume bien l'importance d'avoir la participation des femmes. Donc maintenant, la session va durer jusqu'à 4 heures de l'après-midi, c'est horaire européen, donc il nous reste 12 minutes. Donc il faut bien profiter de ce temps. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat box. La première, simplement, il y a quelqu'un qui demande si le lien est disponible de la présentation. Ça va être disponible sur le site de la facilité et possiblement après, on mettra un des exemples ici sur le lien. Je commence par une des questions qui est posée ici, mais après aussi, si entre les panélistes et avec Susanna, bien sûr, vous voulez poser des questions entre vous, bien sûr, vous le faites. Donc, il y en a une que je trouve assez générale qui a été posée par Léa Oru Yerima et qui demande comment renforcer de façon pratique l'agency des femmes. Donc, ouvert à qui veuille prendre la question ou plus d'une de vous si vous voulez. Je sens que Susanna veut parler, mais elle est en mute à mon avis. Ok, maintenant. Oui, et je voulais dire que dans mon organisation, on fait beaucoup de programmes pour le renforcement de l'agence humaine de femmes et il y a beaucoup de programmes et on commence par renforcer la partie décisionnelle, de créer et on doit croire que l'on peut faire des changements dans notre vie. Je crois qu'il y a quelque chose qui a beaucoup de pouvoir, c'est quand il y a des femmes qui sont ensemble et qui parlent de leurs problèmes. Et c'est ça qui est arrivé au Cambodge. Peut-être Lily ne peut raconter, mais quand il y a des femmes qui sont ensemble et qui veulent changer quelque chose, comme dans ces cas, et créer une association, elles perçoivent qu'il y a des problèmes et qui sont communs à toutes les femmes, que toutes les femmes ont des insécurités, qu'elles peuvent changer le monde ensemble, elles peuvent s'aider, elles deviennent des sœurs. Donc, je crois qu'il y a des formations, il y a d'autres femmes qui inspirent les femmes, mais je crois que quand les femmes sont ensemble, ça a un très fort pouvoir pour l'agence. Je ne sais pas, Lily, si tu veux aussi nous raconter ce qui s'est passé au Cambodge. Si on définit de manière pratique, c'est quoi l'agence des femmes? C'est une capacité émotionnelle et technique, en fait, à pouvoir prendre des décisions dont elle connaît les conséquences et elle n'a pas peur d'exprimer ce qu'elle pense. Donc, nous, on a commencé de manière très simple. On a simplement ramené des femmes ensemble pour qu'elles discutent.
Et au début, c'est soit dans les bureaux de la Banque mondiale. Après, on a fait dans un des gros problèmes qu'on avait au Cambodge. Et c'est vrai que les choses ont changé. Donc, même si je ne sais pas si on a des membres de l'Association des femmes cambodgiennes qui écoutent, mais en 2010, moi, je me rappelle encore, quand je vais en réunion dans un endroit public, je le fais à l'Intercontinental, hôtel 5 étoiles. Pour que ce soit un endroit public, c'est visible, toutes les réunions officielles se passent là-bas. Et pourtant, je suis éduquée en France, j'ai un doctorat, je travaille pour la Banque mondiale. Et quand je vais là-bas, il y a quelqu'un qui rapporte à mon mari que je suis à l'hôtel et que je suis avec un homme. Moi. Alors, imaginez pour une femme cambodgienne qui, en plus, ne parle pas anglais. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est bon, on va faire ces réunions de networking, de réseautage au sein de cet hôtel-là. Donc, soudain, même pour elle, disait, bon, mais de toute façon, je vais avec d'autres femmes. Et elles se familiarisent avec cet environnement-là. Elles se soutiennent, elles s'encouragent. Et je dis toujours, un dialogue public-privé ou une association, ça ne coûte pas cher. C'est des réunions. Les réunions peuvent se faire partout. Après, elles ont fait chez d'autres membres. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Comme je l'ai dit au début, c'est comment est-ce qu'on crée cet espace-là pour que la femme, en fait, prenne la confiance en elle-même, prenne l'énergie des autres femmes pour se renforcer. Et puis maintenant, comme a dit Susanna, ils sont 1000 entrepreneuses. Il y a 10% je pense, des 1000 qui ont plus de $1 million de chiffre d'affaires, 30% au moins de 80 000, le reste c'est en dessous de 500 000 $. Donc maintenant, elles sont incontournables. Et l'incontournable, c'est quoi? Si vous avez une association, ça ne sert à rien de faire une association juste parce qu'on est des femmes, n'est-ce pas? Donc elles ont le poids de la représentation. Elles représentent 1000 entreprises, 20 000 employés. Il y a la compétence technique. Donc là, ce sont les bailleurs de fonds qui les ont amenés et apporté cette compétence technique. Vous ne savez pas parler d'exportation, on va vous donner le vocabulaire pour dire ça. Vous ne savez pas comment se passe l'enregistrement des entreprises, on va vous appuyer pour vous donner cette formation technique-là. Donc c'est à la fois une agence, je dirais, émotionnelle pour qu'elle se sente assez en sécurité pour dire « Monsieur le directeur ou le président de la Chambre de commerce, moi, j'ai quelque chose à dire et si ça ne vous plaît pas, ben, tant pis. » Et elles sont arrivées à ce niveau-là. Mais il faut qu'on puisse vraiment créer cet espace-là pour qu'elles aient ce qu'on appelle maintenant dans notre jargon du leadership au niveau du leadership local. Donc, que chacune se sente assez en sécurité pour prendre cette initiative-là. Donc, voilà, pratique. À vous. Merci. Il y a beaucoup de questions et on aura peu de temps. Mais bon, j'essaie. Il y en a une qui dit combien de temps cela a pris pour, c'est une question pour Candide, cela a pris pour que la participation des femmes au Togo puisse prendre cette ampleur. Candide. Vous êtes en mute, hein? Allô, ok, d'accord. Non, en fait, je veux dire que c'est depuis l'indépendance. Hein, j'avais dit tantôt que les femmes togolaises ont contribué aussi à l'indépendance du Togo. Hein. Elles ont beaucoup lutté, c'est des lutteuses, ces dames-là. Bon, mais il faut dire qu'au Togo, c'est en fait une volonté politique. C'est le président de la République qui a un mandat social et qui veut que les femmes puissent émerger. Et donc, que ce soit dans les partis politiques ou autres, il est même dit aux hommes, que, comme c'est des scrutins de liste que nous faisons, donc de pouvoir permettre aux femmes d'être en tête de liste pour pouvoir sortir gagnantes pendant les élections. Bon, c'est vrai qu'à ce stade, les hommes sont toujours réticents, mais aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait la liste électorale, on a presque, je veux dire presque 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc, déjà, ça a permis cette émergence des femmes dans la sphère politique. Au niveau de l'Assemblée, il y a beaucoup de femmes députées
Et donc, le président de la République a voulu que ce soit une femme qui préside l'Assemblée. Elle a été nommée. Au niveau du gouvernement, c'est pareil. Et donc, les femmes aussi ont beaucoup lutté pour pouvoir arriver là. Et c'était vraiment, elles étaient conscientes de leur devoir de prendre leur place dans la vie politique, que ce soit la vie politique, la vie économique ou partout. Et donc, elles se sont mises en condition pour pouvoir le faire. Et c'est ça, tout ça, ça s'est fait au niveau des associations, que ce soit des associations de femmes entrepreneurs ou des associations de lutte pour les droits des femmes, des associations qui luttent contre les violences femmes et tout ça là. Donc, elles se sont mises ensemble et je me rappelle très bien que nous avons même fait un plaidoyer une fois parce qu'au niveau de la constitutionnelle, je sais pas, le conseil constitutionnel, il n'y avait aucune femme à l'époque. Et on a fait un plaidoyer et ce que nous avons fait, nous avons présenté nous-mêmes, nous avons vu les femmes avocats, les femmes magistrates qui sont là et nous avons pris les meilleurs. On a présenté 3 femmes au président de la République en lui demandant de nommer 2 parmi les 3 pour faire partie du truc constitutionnel. Et il l'a fait. Parce qu'on l'avait mis au pied du mur. Il fallait, parce qu'on a dit, ce n'est pas normal qu'à ce stade-là, qu'il n'y ait pas de femmes, alors que nous avons des femmes qui sont aussi compétentes et diplômées que ces hommes qui sont là-bas. Pourquoi ne pas donner la place aux femmes? Donc, moi, je dis que même si c'est présenté, si l'opportunité est présentée sur un plateau d'argent, il faut que les femmes elles-mêmes se mettent en condition et qu'elles veillent et qu'elles mettent de leur volonté pour pouvoir, parce que c'est un combat, il faut aller chercher ça. Personne ne viendra nous les donner sur un plateau d'argent si nous-mêmes ne sommes pas prêtes pour aller prendre et occuper notre place. Donc, voilà ce que nous faisons et au fur et à mesure, tous les jours, ça avance et tout ça, c'est le lieu ici donc de remercier le président de la République qui nous a donné donc l'opportunité de pouvoir évoluer dans ce sens. Très bien, merci. Je voudrais dire quelque chose, Frédéric, c'est que aussi il faut tenir compte que les anciennes colonies françaises sont moins susceptibles d'avoir des lois et des règlements qui empêchent de femmes d'hériter, ouvrir un compte bancaire ou déjà une entreprise. On s'est aperçu, et il y a beaucoup d'études sur ça, et on s'est aperçu dans le premier rapport et deuxième rapport qu'il y a certaines lois, certains pays qui ont hérité de lois, par exemple, de la Grande-Bretagne, où les femmes ne peuvent pas gérer une entreprise et ouvrir un compte bancaire. Et ça n'est pas le cas dans les anciennes colonies françaises, bien sûr. Et c'était 60, 70 ans, les choses ont changé. Mais il y a des pays qui n'ont pas changé ces lois. Et il y a beaucoup d'études sur ça dans l'économie féministe qui montrent que la condition des femmes aussi est plus difficile dans certains pays qui n'ont jamais changé ces lois qui sont héritiers des colonies. Donc, ça, c'est très, très important. Et aussi, je voudrais dire par rapport au commentaire de Candide, merci pour le commentaire, c'est bien sûr tous les pays ne sont pas les mêmes. Il y a des pays où il y a des femmes qui ont plus de liberté et les normes sociales sont plus accueillantes pour elles. Mais il existe aussi des différences entre les femmes rurales et urbaines. Et aussi, même dans des pays où on voit, je ne sais pas si ce n'est pas le cas du Togo, mais on le voit partout, où il y a des femmes et beaucoup d'autonomisation des femmes et des femmes avec beaucoup de pouvoir dans les sens urbains parce qu'elles sont éduquées. Ça, c'est le cas, par exemple, dans l'Inde. Mais on va dans les parties rurales et ce n'est pas le cas. Donc, il faut tenir compte aussi de différences, pas seulement entre les pays, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais aussi au sein des pays. Les conditions des femmes sont très différentes et notamment en fonction de leur niveau d'éducation, si ce sont des femmes qui habitent en lieu rural, aussi si ça appartient à des minorités ethniques avec des lois coutumières qui sont différentes. Et là, la coutumière est très, très importante à tenir en compte parce que simplement les lois et les régulations normales du pays ne sont pas tenues compte dans certaines minorités.
Vous avez sur l'écran, il y a le questionnaire un petit questionnaire qui vient d'apparaître. Si vous voulez bien le compléter, tous les participants, c'est pour savoir votre satisfaction par rapport à l'événement aujourd'hui et au travail du rapport. Voilà, je crois que c'est complété. Le questionnaire. Il y a encore beaucoup de questions et on est sur la fin du temps. Peut-être j'en pose une qui est répétée et qui a à voir par rapport. Il y en a une qui dit par Nion Ger Niselat, qui dit parmi les femmes qui font l'entrepreneuriat, il y aurait qui seraient analphabètes et quels appuis spécifiques vous leur faites. Une question similaire a été posée par Adja Salimata Sanogo qui demande comment travaillez-vous avec les femmes rurales en termes d'alphabétisation, formation sur le numérique et inclusion financière. Je ne sais pas si Samira, peut-être ça vous touche. À vous, vous voulez commenter? Oui, tout à fait. Je peux très bien répondre, étant donné même qu'on est sur un projet, sur une cible pareille, des femmes qui ne sont pas parties carrément pas à l'école, mais qui ne sont pas parties loin à l'école. Il y a toujours des formations spécifiques pour ce genre de cibles. Nous, généralement, à Nigériel, on traite avec les femmes en milieu urbain, mais depuis le début de l'année, on a commencé à aller en milieu rural et on a des projets qu'on est en train de mettre en place pour les femmes qui ne sont pas parties à l'école ou bien qui ne sont pas allées loin à l'école. Ce qu'on fait avec ces femmes, c'est que toutes les formations sont déjà traduites en langue locale et surtout avec des images. Donc, quand on prend par exemple une formation en gérer mieux son entreprise, on fait en sorte que toute la formation soit traduite en langue locale. Donc, généralement, nous ici, on parle ce qu'on appelle le Hausa ou bien le Zarma. Donc, les formations sont traduites en ces deux langues. Et la formation est illustrée, c'est une illustration avec des images. Et je vous assure, moi-même qui suis partie à l'école, j'adore ces formations parce que c'est tellement simple et quand le formateur est bien calé dans ce qu'il fait, quand il l'explique ou bien quand elle l'explique, une formatrice, généralement on prend des formatrices, c'est tellement fluide et simple que les femmes assimilent assez rapidement et on le remarque même dans la mise en œuvre de leurs activités, qu'elles comprennent et qu'elles sont assidues à mettre en œuvre ces formations-là dans leur activité quotidienne. Maintenant, quand il s'agit de numérique, aujourd'hui, on prend les smartphones, même dans les villages, hein, les gens utilisent les smartphones. Et j'étais étonnée de voir que des villageoises enregistrent des numéros de téléphone avec soit des dessins d'arbres, des dessins d'animaux. Par exemple, moi, Samira, quelqu'un me voit et peut-être je ressemble à, qu'est-ce que je vais dire, peut-être à une poupée qu'il apprécie bien. Et il m'enregistre avec la poupée. Avec, voilà, quand j'appelle, c'est la poupée qui apparaît et elle sait que c'est Samira. C'est tellement incroyable, mais je vous assure, c'est incroyable que des personnes qui ne sont pas parties à l'école savent gérer aient des astuces comme ça pour avoir un repère dans leur téléphone. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Niger, le WhatsApp est très avancé. Donc, quand on fait une activité via WhatsApp, ça part tellement rapidement. Et on explique à la personne comment est-ce que tu peux vendre par WhatsApp, comment est-ce que tu peux transférer des photos, comment est-ce que tu peux mettre tes prix. Et automatiquement, on leur montre avec des dessins et avec les icônes dans l'application. Et ils comprennent assez rapidement, je dirais, elles comprennent assez rapidement, puisque c'est surtout des femmes, que nous-mêmes, ça nous étonne. C'est tellement simple pour elles, beaucoup plus compliqué même pour nous qui sommes partis à l'école et c'est tellement simple pour elles. Il y a ces astuces que nous utilisons pour les formations des femmes qui ne sont pas parties à l'école et c'est des astuces que je pense qui sont utilisées dans plusieurs pays. Les formateurs le savent et voilà, c'est beaucoup plus simple et fluide quand on forme avec ces manières-là. Voilà. J'espère que j'ai été assez brève et simple. Vu le temps, j'ai essayé d'être assez rapide. Voilà. Merci Samira. Ben, écoutez, il y a des tonnes de questions qui apparaissent et le nombre de participants se maintient tout au long de la session. Ils ne partent pas encore, donc ils sont toujours très intéressés. Mais je crois quand même, dans le respect du temps de tout le monde, des panélistes et des personnes qui sont venues, c'est le temps de finir la session qui était censée finir à 4 heures. Il est 16h06. Je voudrais remercier tout le monde, Susanna qui a fait l'étude, les panélistes qui ont fait des commentaires et leur participation vraiment très riche.
réelle et concrète avec des idées et des choses à faire. Tous les participants qui se sont joints à la facilité ICR qui supportent ces activités. Tous les participants, si vous avez des initiatives qui sont dans le thème, regardez le site web. Peut-être votre organisation est éligible pour recevoir le support de la facilité. Travaillez, mettre en place quelques-unes de toutes ces actions qui ont été mentionnées aujourd'hui. Il y a beaucoup d'idées très concrètes qui peuvent être mises en place dans vos pays. Donc, avec ceci, je donne la fin de la session. Merci à tous et bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour Samira. Au revoir. Au revoir. Salut Au Candice. revoir. Oui. Donc, au revoir Je te vois, Lénie. non, Au revoir bye bye. Frédéric. Oui. Ciao, ciao, bye bye. Merci. Au revoir. Bye bye.